Bonjour à tous, bienvenue. On va voir aujourd'hui comment mon invité a fait dépasser sa chaîne YouTube de 5000 abonnés en un temps record et je reçois pour cela Siegfried C. Bonjour Siegfried. Et bonjour Thomas, bonjour. Alors, enchanté d'être là. Oui, merci. On est actuellement en direct pour ce Live Entrepreneur Show qui est également repris sous forme de podcast, republié ici en vidéo. Bref, on recycle parce que c'est de la valeur à partager et donc ça fait plaisir pour moi de recevoir des invités de valeur chaque semaine pour apporter du contenu et des pépites. Comment justement on peut dépasser ces 5000 abonnés en un temps record? On va y aller étape par étape. Déjà, je vais te laisser l'occasion de te présenter, Siegfried, et puis nous présenter ta chaîne avant qu'on parle de chiffres, avant qu'on parle de mécanique. Qui es-tu, Siegfried? Qui suis-je? Eh bien, avant tout, je suis un consultant en stratégie marketing. Donc, je connais quand même un petit peu le milieu du marketing. Et très récemment, on va dire, depuis 1 an et demi, j'ai décidé de faire un switch dans mon activité, de me recentrer sur des choses beaucoup plus personnelles qui me sont beaucoup plus alignées. Et donc, je me suis lancé dans l'accompagnement des personnes qu'on dit à haut potentiel, c'est-à-dire les surefficients, les surdoués, les hauts potentiels émotionnels. Donc voilà, j'ai un background vraiment très marketing, business, entrepreneurial. Et j'ai aussi une activité, donc aujourd'hui, sur l'accompagnement, on va dire, entre guillemets, le coaching thérapeutique des personnes surdouées. Très bien. Alors avant qu'on parle de ce média qui est YouTube, qu'est-ce qui t'a attiré vers cette audience des surdoués? Alors, ce qui m'a attiré d'abord là-dedans, c'est qu'en fait, je suis personnellement touché par le sujet de la surefficience, puisque je me suis découvert surefficient très tardivement, après 40 ans. Et c'est un sujet qui me tenait à cœur, que j'ai quand même assez creusé de mon côté. Et quand justement j'en ai eu un petit peu un ras-le-bol du marketing et on va résumer, du ras-le-bol du marketing, je me suis dit vers quoi je peux me réaligner, vers quoi je peux faire quelque chose à la fois qui me nourrisse de manière personnelle, interne, et qui en plus va me permettre de gagner ma vie et d'aider les gens en plus, parce que ça fait partie de ma mission de vie d'aider les gens aussi. Au bout de 1 an et demi quand même d'introspection, donc c'était un petit peu long, eh bien je suis tombé sur ce cumul de compétences, les hauts potentiels, et les accompagner pour les aider à s'épanouir. Donc c'est parce que je suis moi-même touché par le sujet et que j'ai envie d'aider les gens justement qui sont comme moi à s'épanouir, parce que dans les hauts potentiels, il y en a pas trop qui sont épanouis. Très bien, justement, effectivement, c'est aussi un sujet de curiosité de quels sont leurs problèmes, et j'imagine que derrière les problèmes de ces, je les appelle mes surdoués, hein, c'est ma façon de les appeler, de ces hauts potentiels. C'est une vulgarisation scandaleuse, monsieur, ça. Oh là là, oui, je fais un abus de langage de notre Jedi. Comment justement, quels sont les problèmes? Parce que j'imagine que tout ça a dû te souffler des idées de thématiques. Est-ce qu'on peut en parler encore une fois, avant d'aller dans la mécanique? Ça m'intéresse, ce sujet des hauts potentiels. Quels sont leurs problèmes? Alors, pour résumer ça en quelques mots, ça va être dur. Le problème principal, c'est déjà un profond mal-être existentiel. Et ce mal-être, il est généré par quoi? Premièrement, une grosse dévalorisation. Les surdoués, comme tu l'as dit, donc moi je préfère dire les hauts potentiels, ont une énorme aptitude à s'auto-dévaluer en fait, se dévaloriser. Et un autre paramètre de ce mal-être, c'est qu'en fait, comme ils se sentent différents, ils se sentent anormaux, et donc en général, ils ont des fonctionnements sociaux qui sont différents, et donc en général, ils sont entre guillemets rejetés par les normaux pensants, c'est-à-dire c'est un petit peu comme le petit canard noir, il réagit pas de la même manière, il n'est pas de la même couleur, donc c'est pas trop l'ami à avoir, c'est un petit peu bizarre comme comportement, c'est un petit peu bizarre comme réaction, donc à la fois il y a un mal-être au niveau de sa différence avec les gens et au niveau d'une très forte capacité à s'auto-dévaloriser. D'accord. Et ta chaîne YouTube, elle existe depuis quand? Alors, ça remonte en 1975, quand elle date en gros, à la louche, je crois que c'est juste un petit peu avant l'été 2019, donc je crois que c'est mai
mai ou juin 2019, à ce moment-là où j'avais déjà réfléchi sur cette thématique. Je me suis dit tiens, je vais me lancer là-dedans, mais comme j'ai un background de marketing, je sais que je ne lance jamais rien sans l'avoir testé, donc j'ai jeté une bouteille à la mer comme j'ai l'habitude de le faire en mode lean startup, c'est-à-dire que je teste avant d'investir de l'énergie ou de l'argent. J'ai jeté une bouteille à la mer en me disant tiens, je vais publier, je les ai sous les yeux, 1, 2, 3, 4, 5 vidéos avant l'été. Et je vais me dire, voilà, si pendant l'été, en revenant l'été, au mois de septembre, je vois que ces vidéos ont fait des vues, qu'il y a eu peut-être aussi des ventes par rapport aux produits que j'ai mis dessus, eh bien, allez, ok, je me lance là-dedans et ça vaut le coup d'aller plus loin. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis en place ces 5 vidéos. C'était plutôt 5 podcasts. J'ai même pas fait de vidéos. C'était des podcasts que j'ai mis sur YouTube. Donc, moi, j'aime bien quand je jette des bouteilles à la mer comme ça, le faire le plus imparfait possible. Parce que comme ça, au moins, si ça accroche, je me dis, tiens, si ça a accroché alors que c'était totalement imparfait, qu'il y avait beaucoup plus de chances que ça accroche pas, ça veut dire que si j'y mets beaucoup d'efforts marketing, ça va être vraiment une grosse réussite. Donc j'ai lancé ces 5 vidéos au début de l'été et vers le mois d'août, comme ça, j'ai jeté un petit coup d'œil comme ça pendant les vacances et j'ai vu que les vidéos avaient fait quand même pas mal de vues pour une chaîne qui était toute neuve. Donc je me suis dit, tiens, en septembre, il faut que je passe à la vitesse supérieure. Excellent. Et avant que j'oublie de te poser cette question, quel est le nom de ta chaîne YouTube ? L'université des hauts potentiels. Donc tu tapes Université des hauts potentiels sur YouTube et tu vas tomber sur la chaîne directement. Très bien. Et j'aime bien justement cette approche que tu as eue de te dire, voilà, je veux tester ce concept de chaîne en publiant de manière la plus efficace possible des premières vidéos. Parce que l'idée, c'est pas de se dire, est-ce que vous aimez bien mon format? Est-ce que vous aimez bien la réalisation de cette vidéo? Non, c'est pas le plus important au départ. C'est simplement de se dire, est-ce que le sujet que j'adresse et le contenu que j'apporte, est-ce que déjà il y a des réactions par rapport à ça? Et ensuite seulement viendront se poser les questions de ok, maintenant que la chaîne elle commence à prendre, que je vois qu'il y a des réactions de l'audience, des commentaires, je peux maintenant poser des questions à cette audience. Je peux maintenant aller discuter de quel format vous intéresse. Est-ce que vous aimez bien mon format court? Est-ce que vous aimez bien mon format long? Est-ce que vous aimez bien mon format d'interview? Est-ce que vous aimez bien mon format, l'idée que j'ai eue la dernière fois de faire un tour de France des hauts potentiels? Alors certes, j'étais pas avec mon camion, mais je l'ai contacté par Skype, par exemple. Tiens, au passage, je te donne plein d'idées de formats à tester. Mais tu vois, c'est seulement l'étape 2. L'étape 1, c'est déjà de tester le sujet de la manière la plus efficace comme tu l'as fait. Donc avant l'été, tu as posté 5 vidéos. Au retour de l'été, tu as vu qu'il y avait quelque chose, comme une sauce qui commençait à prendre. Et puis, tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est que tu avais déjà, au moment où tu as posté tes premières vidéos, tu avais déjà un premier produit à proposer. Donc tu pouvais déjà en fait tester s'il y a des gens qui consultent la vidéo et cliquent sur une action pour aller, idéalement, évidemment, acheter ton produit. Donc tu avais déjà quelques ventes. Et ça, c'est pas mal. Par rapport à tous ceux qui se disent, je veux lancer une chaîne, alors d'abord étape 1, je veux la plus belle des vidéos. Étape 2, la plus belle des réalisations. Étape 3, l'audience, ouais, on verra après. Étape 4, étape 5, étape 6, et puis la création d'un premier produit n'arrive qu'en 11e étape. Et toi, tu as fait les choses dans l'ordre. Du Lean Startup, un premier produit, on teste, et ça c'est très intéressant. Donc là, on est vraiment avant l'été, tu reviens après l'été, et donc tu constates qu'il y a déjà des vues, tu constates aussi que les gens cliquent sur le lien. Comment tu peux savoir ça d'ailleurs, que les gens cliquent sur ton lien? C'est quoi ton petit secret? Alors, il faut savoir que j'utilise un outil qui s'appelle Builderall, qui permet de créer des pages de marketing, créer des pages de vente, etc., qui me permet de traquer les liens, c'est-à-dire de savoir à quel moment, surtout combien de gens cliquent sur un lien. Ça, moi, je le fais avec Builderall, mais on peut aussi le faire sous WordPress avec un outil, avec un plugin qui s'appelle PrettyLink, P-R-E-T-Y, plus loin L-I-N-K, qui permet aussi de créer un lien qui va renvoyer vers une page, celle que l'on veut, mais en tout cas, ce lien va nous permettre de comptabiliser le nombre de clics dessus. Donc, ça nous permet d'avoir des courbes, de savoir, tiens, ce mois-ci, il y a eu beaucoup de gens qui ont cliqué, ce mois-ci, il y a eu beaucoup moins de gens qui ont cliqué, et ça permet de comptabiliser de manière chronologique les clics sur une vidéo. Excellent. Excellent. Ça, vous l'avez noté celui-là, hein? PrettyLink, c'est un plugin WordPress. Il y a un sujet qui m'intéresse, c'est finalement, on a parlé de la cible, de comment tu traques les liens, de voir que tu as posté les premières vidéos, mais est-ce que tu avais déjà des objectifs par rapport à ta chaîne YouTube? Alors, des objectifs, qu'est-ce que Pas en termes de chiffres, d'objectifs chiffrés? Pas des objectifs chiffrés, mais des objectifs de contenu, de ce que tu souhaitais apporter avec cette chaîne YouTube.
D'accord, alors oui, j'ai quand même fait, avant l'été, quand j'ai fait cette introspection, j'ai quand même fait on va dire une sorte d'étude de marché. Et j'ai posé un petit peu le business plan que je voulais avoir sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est quelque chose qui m'a pris, allez, à tout casser, peut-être 3 heures. Hein. J'ai pris un morceau de papier dans mon carnet, j'ai tracé des grandes lignes en disant, voilà, tiens, voilà comment je pourrais structurer mon business model. Je fais des vidéos YouTube, il y a une acquisition sur des pages de capture qui renvoie sur un produit d'appel. Derrière, je construis une audience. Et après, soit je leur vends régulièrement des produits, soit je fais un lancement orchestré. Et voilà. Et rapidement, comme ça, j'ai organisé ça, j'ai regardé par rapport à la concurrence, les prix qui se pratiquaient, et en 2-3 heures, grand maximum, j'ai fait un business plan en imaginant ce que ça pourrait donner en termes de business. Après, il faut le dire, après, il faut l'avouer, moi, je suis transparent, ça fait 15 ans que je suis consultant marketing, donc c'est vrai que je fais les choses très vite en marketing. Peut-être que quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude va peut-être mettre 3-4 jours à faire un business plan. Moi, je sais qu'en 3 heures, je vais à l'essentiel et je le fais vite, voilà. Bon, ça c'est vrai que c'est une vraie faculté, que tu avais déjà ce parcours de marketeur avant, ça peut beaucoup aider. Aujourd'hui, sur ta chaîne, tu as une 30aine de vidéos. Et donc, ce qui s'est passé après l'été, à l'approche de décembre, ça commençait déjà bien à prendre ta chaîne. Hein. C'est vraiment entre le mois de décembre et aujourd'hui où on tourne cette vidéo, qu'il y a eu, effectivement, on est passé des 2000 abonnés, on a franchi assez rapidement la barre des 5000 abonnés. Félicitations pour cela. Et tu as une 30aine de vidéos. Qu'est-ce qui s'est passé entre le mois de décembre et aujourd'hui pour que tu te dises, tiens, quelles sont les prochaines idées de sujets que je vais publier? Comment tu t'organises pour trouver tes idées de sujets? Alors, l'avantage que j'ai, c'est que quand je suis arrivé en septembre, je me suis dit, ok, tiens, il y a quelque chose qui est intéressant, donc il faut que j'aille plus loin. Donc, comme je te disais tout à l'heure, j'ai cherché des mots-clés, je suis allé voir la concurrence, j'ai fait ce qu'on appelle un benchmark, une analyse de la concurrence, voir ce qu'il y avait sur YouTube qui se faisait déjà sur les hauts potentiels, et je suis allé chercher les mots-clés. Quels étaient les mots-clés recherchés en rapport avec la thématique de la surdouance qui faisait que les vidéos avaient beaucoup de vues sur YouTube. Donc j'ai fait une recherche sur YouTube, j'ai classé par nombre de vues et j'ai pris les thématiques qui étaient vraiment très pertinentes avec la douance, pas les thématiques sous-jacentes. Et je me suis dit, tiens, celle-là, de quoi elle parle? Et il est sorti certains mots-clés que j'ai décidé d'utiliser dans une vidéo que j'ai mis en place, que j'ai publié après le 11 octobre, tu vois, parce que je suis rentré en septembre, mais comme j'avais d'autres activités, j'ai pu faire ça qu'à partir du 11 octobre. J'ai mis cette vidéo en ligne en 11 octobre, et c'est aujourd'hui la vidéo qui m'apporte le plus de trafic sur la chaîne, puisque je suis à 119 000 vues aujourd'hui sur cette vidéo, qui m'a permis de vraiment booster la chaîne de manière organique, sans rien payer pour l'instant. Ça, c'est intéressant, il y a une belle leçon ici à en tirer, en tout cas, que parfois, on ne peut pas tout calculer. On a ici l'exemple d'une chaîne qui continue de progresser. J'ai fait quelques analyses de prospection, de progression. J'utilise pour cela le site socialblade.com en anglais, socialblade. J'utilise ce site-là et donc j'ai pu faire une projection, constater que effectivement ta projection est bonne et si on se recontacte à mi-année, et tu auras franchi les 10 000 abonnés. Facile, et ça je te le souhaite évidemment. Et en fait surtout ce que je réalise, ce qui est intéressant comme message clé, c'est que sur cette 30aine de vidéos, tu en as vraiment quelques-unes qui font les 80% du boulot, tu vois, c'est la règle de 20-80, tu vois, c'est 20% de tes vidéos, peut-être même moins aujourd'hui, qui apportent ces 80% d'abonnés. Et ce que je veux dire par là, c'est que faut pas se décourager lorsqu'on fait des vidéos, c'est pas de relever les compteurs tous les jours, mais c'est de regarder simplement des progressions, que vous progressiez aussi en vidéo, c'est le plus important, et qu'à un moment donné, la belle vidéo qui va bien fonctionner, elle vous attend, elle vous tend les bras, elle est là, elle est juste, vous êtes à 1 ou 2 vidéos d'avoir cette vidéo qui va réunir les 20% des vidéos qui vous apportent 80% de votre audience. Comment toi, quand tu regardes sur YouTube, comment tu regardes, quelles sont tes sources de vues? D'où viennent les vues? Quand sur ta chaîne YouTube, tu regardes ça? Oui. D'ailleurs, on a regardé tous les deux hors antenne tout à l'heure pour remettre un petit coup de fraîcheur sur tout ça. Oui, je regarde d'où viennent les vidéos, enfin d'où vient l'audience en tout cas, par l'intermédiaire de quelles vidéos et quelles sont les sources qui me permettent
d'avoir des vues sur ces vidéos et de voir si c'est YouTube qui met en avant les vidéos, si c'est peut-être Facebook qui attire du monde sur les vidéos, si c'est en fait, voilà, ça permet d'avoir un petit peu une idée de d'où vient l'audience, qu'est-ce qui génère de l'audience sur les vidéos, comment sont arrivés les gens ici, et de pouvoir après optimiser tout ça, peut-être augmenter une source d'audience qui est peut-être pour l'instant moins présente, et renforcer une source d'audience qui est déjà bien présente. Donc oui, je regarde ça. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai fait quand j'ai commencé à avoir des vues qui augmentaient sur les premières vidéos, j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait un effort sur les fiches de fin de la vidéo qui marchaient pour pouvoir faire un maillage interne sur mes vidéos de la chaîne. Donc à ce moment-là, j'avais pas beaucoup de vidéos. Donc j'ai fait un maillage interne sur des vidéos qui, pour le moment, au moment où je l'ai fait, n'avaient pas énormément de vues, mais qui méritaient d'être vues parce que c'était des vidéos qui étaient assez intéressantes. Donc j'ai fait un maillage interne sur les fiches de fin, j'ai mis, tiens, allez voir telle et telle vidéo, ce qui fait que maintenant ces vidéos qui étaient loin derrière dans le classement se retrouvent pour la deuxième position de mes vidéos les plus vues. Et l'autre, je crois qu'elle est, si je dis pas de bêtises, elle est 3e, 4e. Donc, ce qui fait que ça m'a permis aussi de faire remonter des vidéos que je voulais faire remonter dans la chaîne pour que ces vidéos qui sont qualitatives puissent être mises en avant aussi. Ça permet de, voilà, quand on a des vidéos qui stagnent un petit peu, de les booster, de dire à l'algorithme de YouTube, attention, regarde, il y a de plus en plus de vues, donc YouTube les met en avant et ça permet d'avoir beaucoup plus de vues sur des vidéos qui étaient un petit peu moins vues. Encore une belle pépite, merci pour ça. Effectivement, travaillez votre maillage interne, donc vos plus performantes vidéos peuvent, par effet de ruissellement, comme dirait l'autre, pouvoir avoir des liens qui pointent vers une vidéo complémentaire. Et tout ça, de faire ce maillage interne, ça apporte des vues. Donc depuis YouTube, les gens vont voir une autre vidéo de vous, donc ça c'est un vrai plus. Et surtout, les termes m'échappent. Oui, tout cela augmente aussi ce qu'on appelle la durée de session. La durée de session, c'est super important. La durée de session, c'est les gens qui arrivent sur YouTube grâce à vous. Combien de temps ils vont rester sur YouTube grâce à vous? Que ce soit pour consulter une deuxième vidéo de votre part, une troisième, ou que ce soit pour être déjà parti aller voir la dernière vidéo comique de Cyprien ou de Squeezie, peu importe. YouTube se dit, hey, quand même, grâce à cette personne, il a réussi à faire rester les gens plus longtemps sur ma plateforme YouTube. Donc, j'aime bien cette vidéo. Elle est géniale parce que ça fait du temps de cerveau disponible pour les pubs Facebook, les pubs YouTube que je vais afficher sur les prochaines vidéos. Et ça, il y a d'un côté la durée de visionnage qui est intéressante à regarder et savoir est-ce que votre contenu intéresse. Quand les gens tombent dessus, si au bout de quelques secondes, vous voyez qu'il y a une courbe qui montre qu'au bout de quelques secondes, les gens se barrent en termes de moyenne statistique, c'est qu'il y a un truc qui va pas dans votre vidéo. Si la courbe de rétention de votre audience, elle diminue légèrement, c'est normal. Si ça se casse la gueule, c'est pas normal. Maintenant, ça se met que la durée de visionnage d'une vidéo. Si grâce à vous, les gens restent plus longtemps sur votre vidéo et qu'en plus derrière, par effet de rebond, ils vont voir une autre vidéo de vous, puis une vidéo de quelqu'un d'autre, si grâce à vous, les gens restent plus longtemps, ça c'est super bon pour vous. Et on avait constaté dans tes sources également, donc il y avait aussi des sources, peut-être d'autres, enfin là où tu voyais que YouTube te suggérait ton contenu. Ça veut dire que des personnes voyaient des vidéos chez tes concurrents, et tes vidéos à toi apparaissaient soit en dessous, soit sur la colonne de droite. Et ça, c'est très intéressant aussi. Parce que à partir du moment où tu arrives à voir d'où vient la plus grosse de tes sources extérieures vers tes vidéos, ce qui génère le plus de vues au sein de YouTube, c'est d'essayer de te dire, ok, apparemment, j'ai une grosse source qui arrive d'autres vidéos. Ça, c'est plutôt bon signe. Ah, par contre, ce que je vois qui pêche un peu, c'est peut-être dans le search naturel, dans l'organique, dans le search. Ah, là, je suis un petit peu bas. Je peux gagner en proportion. Donc, gagner en proportion, ça veut dire que tu fais un autre travail de recherche sur tes mots-clés et tu essayes d'avoir comme ça... de travailler sur les mots-clés de sorte à ce que la proportion de search organique, de recherche organique, commence à prendre un peu plus de place. Et c'est comme ça que tu peux évaluer comment tu peux progresser sur YouTube. Et si tu te rends compte même un jour que c'est vachement bien en termes de search naturel, ça c'est plutôt positif, et que tu te rends compte que ça a baissé légèrement sur les vidéos suggérées, tu peux te dire, mais comment je peux augmenter mes chances de continuer à apparaître sur les vidéos de mes concurrents? C'est d'aller se replonger sur qu'est-ce qu'ils ont proposé comme dernière vidéo, quels sont les plus populaires qui marchent chez eux, et est-ce que je peux pas essayer de faire le même type de sujet, mais en mieux et plus long?
Tu vois, 1,5 fois plus long et au moins 2 fois mieux en termes d'énergie, en termes de qualité de contenu. Et petit à petit, c'est des petits effets de levier qui font que ta vidéo sera plus suggérée et peut-être demain, tu gratteras des places dessus. Bon. Et quels seraient, toi, on va dire, 3 conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut commencer sur YouTube? Alors, premier conseil, faut que je donne un conseil très pertinent parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop irréalisable. Donc, un premier conseil, quelqu'un qui qui veut lancer une chaîne YouTube, c'est déjà vraiment faire un travail en dehors de YouTube pour, comme j'ai fait moi un petit peu, un benchmark, une analyse de marché, un business plan sur ce que tu peux faire. Parce qu'effectivement, on a une passion, on a une envie, quelque chose comme ça, mais autant il faut passer à l'action rapidement que parfois il faut attendre un petit peu et se dire ok, qu'est-ce que je veux faire exactement? Parce que souvent on se dit allez, je me lance, je fais une chaîne et puis ça part dans tous les sens, il y a des vidéos dans toutes les thématiques et les gens ne comprennent pas en fait de quoi on parle sur la chaîne. Donc il vaut mieux se prendre 1 heure, hein, je ne parle pas de prendre 3 semaines, mais 1 heure avec un papier, se dire ok, de quoi je vais parler sur ma chaîne? Quel est mon avatar? C'est-à-dire quelle est ma cible? Quelle est la promesse que je vais faire à ces gens-là, avec la promesse de changement, le bénéfice qu'ils vont avoir, et quelles sont les sous-thématiques dont je vais parler dans cette chaîne-là. Déjà, rien que ça, voilà, en 1 heure, écrire une page où c'est marqué comme ça, quand tu vas commencer tes vidéos, tu sais dans quelle direction tu vas, tu as une cible à suivre, et tu sais que tu vas partir comme ça, et pas dans l'inverse, où tu vas commencer à parler des pots de fleurs, du jardinage, de l'électronique, des machins comme ça, où après, au bout d'un moment, les gens ils vont te dire, mais je sais pas trop de quoi il parle, ce gars-là, en fait, donc... je continue pas. Donc, prends au moins une petite heure pour déterminer vraiment les caractéristiques de la chaîne, l'avatar, la valeur l'USP, le bénéfice et les sous-thématiques. Après, deuxième conseil que je donnerais, c'est une fois que ça c'est fait, mais n'attends surtout pas de faire la première vidéo. C'est-à-dire, ne cherche pas à avoir la méga caméra, le méga éclairage, tout ça. Tu prends ton smartphone, tu te mets, comme te dit Thomas, devant une fenêtre, tu fais ta première vidéo et tu la postes de suite après avoir fait le truc là. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas rentrer dans un cercle de procrastination, tu vas dire oui, mais alors il faudrait d'abord peut-être que je prépare un script, oui, il faudrait peut-être que d'abord je prenne une lumière, oui, mais aujourd'hui il fait pas beau. Alors qu'en fait, il faut une première vidéo pour avoir de la donnée, voir ce que ça donne déjà, envoyer une bouteille à la mer. Donc première chose, tu écris, tu tournes une vidéo, tu la mets en ligne, même si elle est pourrie. Tu la mets en ligne comme ça, elle y est, et tu vas savoir ce qui se passe. Et troisième chose, c'est que dès qu'une vidéo est en ligne, je te recommande fortement d'inciter les gens à s'inscrire à une liste email. Alors, on ne le dit pas comme ça dans l'appel à l'action, mais il faut leur proposer un cadeau gratuit, quelque chose en échange. Mais dès de suite, dès la première vidéo, dire voilà, je m'appelle Siegfried C, j'accompagne les personnes au potentiel. Si tu veux, tu peux accéder à une première formation offerte qui s'appelle Canalise tes pensées envahissantes. Le lien est dans la description. Parce que comme ça, au moins, dès la première vidéo, tu récupères les adresses email et les adresses email t'appartiennent. Elles ne sont plus à YouTube. Parce que beaucoup de youtubeurs, de gens qui font de la vidéo YouTube, pensent que les abonnés de leur chaîne, c'est leur trésor, mais en fait, les abonnés de leur chaîne, c'est rien du tout. Il faut récupérer les adresses email pour que ce soit à toi et que si jamais YouTube ferme ta chaîne ou qu'il y a un problème ou qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, tu conserves dès le début ta clientèle que tu puisses contacter par un autre moyen que YouTube. Merci Siegfried pour ces conseils, je vais apporter quelques conseils complémentaires. Pour les personnes qui se diraient « Ok, j'ai compris, je poste ma première vidéo, mais alors si je veux récupérer un contact, il faut que je puisse proposer une ressource en échange. Il faut que les gens puissent se dire « Bah oui, s'ils arrivent sur un lien, il faut que ce soit un lien mort, il faut que ce soit un lien qui leur propose ce qu'on appelle un link magnet, un cadeau à télécharger. » Un bonus, quelque chose. Mais oui, mais ce bonus, il n'est pas prêt. Alors, tant que mon bonus n'est pas prêt, eh ben, je ferai ça l'année prochaine. Je vais te donner une petite clé par rapport à tout ça. Si tu veux faire tes 5 prochaines vidéos, moi je l'ai déjà expérimenté ça, sur une série de vidéos qui s'appelait Plus de vues sur YouTube. À la base, j'ai fait le même travail que toi, Siegfried, je suis tombé sur une feuille blanche, je fais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter dans ma vidéo. J'avais tellement de choses à dire que je dis, mais non, mais je vais pas faire qu'une seule vidéo sur le sujet. Et puis, ce serait bien que les gens voient la vidéo et qu'en plus, ils sont intéressés et puissent venir télécharger un guide complémentaire. Et je me suis posé cette question-là. Je dis, ok, allez, plus de vues sur YouTube, ça, c'est le nom de ma playlist sur YouTube, de ma catégorie de vidéos. Ok, donc je m'engage à faire 5 vidéos parce que j'ai envie d'aborder en 5 parties ce sujet de plus de vues sur YouTube. Il est où mon link magnet dans tout ça? Est-ce que je vais attendre qu'il soit finalisé? Non. J'ai fait
publié ma première vidéo pour dire voilà, la première partie, c'est déjà d'avoir un titre efficace. C'est l'objet de cette vidéo. Si vous voulez plus de vues, travaillez un titre efficace. Si vous êtes intéressé par des modèles de titres et d'une liste de titres, il y a un guide qui vous attend sous cette vidéo. Voilà, donc maintenant je vous explique les 3 natures de titres efficaces. À la fin de ma vidéo, je vous rappelle qu'il y a mon guide plus de vues sur YouTube. Vous pouvez le télécharger. Il y a justement un chapitre qui aborde comment faire des titres accrocheurs. À l'époque où je tourne cette première vidéo, le guide n'est pas du tout finalisé. Les gens, ils cliquent sur le lien de ma première vidéo, ils téléchargent le guide et il n'y a que le chapitre 1 qui est décrit dedans. Le chapitre 1 qui vient simplement compléter ce que j'ai dit dans ma vidéo. Le chapitre 1 de mon guide s'appelle « Faire un titre accrocheur ». La semaine d'après, je reviens à la charge. Maintenant, nous allons voir dans cette vidéo comment faire une belle miniature accrocheur dans cette série de vidéos et ces épisodes que je vous livre. Comment avoir plus de vues sur YouTube. Je vous rappelle qu'il y a un lien, un guide qui vient complémenter cette série juste en dessous de cette vidéo et qui vous apporte des conseils complémentaires pour faire une belle miniature. Alors voilà le conseil numéro 1, faire une belle miniature. À la fin de la vidéo, vous avez un guide juste en dessous qui vous apporte plein de conseils pour faire plus de vues sur YouTube. Que se passe-t-il à ce moment-là? Les gens cliquent sur le lien, téléchargent le même guide dans lequel ils découvrent le chapitre 1 que j'avais fait la semaine précédente et le chapitre 2. Et il y a marqué quoi à la fin du livre? Si vous voulez voir les prochains chapitres, abonnez-vous à la chaîne, les prochains chapitres seront livrés la semaine prochaine. Et tout ça, je le dis pas dans ma vidéo. Mais l'avantage de faire comme ça, c'est que dès que je décide de me lancer, j'ai déjà un link magnet qui est téléchargeable. Et les gens me pardonnent largement, c'est un cadeau que je leur fais, donc ils s'en moquent qu'il n'y ait pas tous les chapitres à la première fois que j'ai fait ma première vidéo. Et quand j'ai fait mes 5 vidéos, mon guide était finalisé, les vidéos étaient déjà en ligne, et encore aujourd'hui, les gens qui découvrent la vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, je leur dis pas oui, le guide il est pas complet, je leur dis simplement venez télécharger un guide en dessous. Et quand ils téléchargent le guide, il y a l'intégralité du contenu à l'intérieur. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que cette pépite vous fait un petit effet? Eh, mais c'est pas con ça. Ça, c'est un exemple de Lean Startup, de comment être efficace. Et puis, si vous pouvez par la même occasion effectivement avoir créé votre premier produit, c'est encore mieux. Et même le premier produit n'est pas obligé d'être finalisé dès la première vente. Vous voyez un peu l'idée, si je pousse le raisonnement encore plus loin. Est-ce que ça te plaît, ça, Siegfried, ce que je viens de donner là? Tu valides? Je valide. Et tu as entièrement de raison. Et puis, il faut toujours partir de manière imparfaite. Et même me donner un résumé de la vidéo en quelques lignes, un truc comme ça, mais il faut donner un truc rapidement, tout de suite, pour que les gens puissent s'abonner. Eh bien voilà, nous avons fait le tour ici des questions que je souhaitais aborder à Siegfried sur sa chaîne YouTube que je vous invite à aller voir. Rappelle-nous le nom de la chaîne. Université des hauts potentiels. Et si d'ailleurs vous voulez tester pour savoir si peut-être vous êtes un haut potentiel, il y a une vidéo qui s'appelle Êtes-vous surdoué? Faites le test. Et voilà, c'est une des vidéos les plus vues. Donc comme ça vous permettra peut-être aussi de rentrer dans le processus, de voir ce qui se passe, mais surtout de voir si peut-être vous êtes surefficient, parce que c'est quand même 2 personnes sur 100 qui sont touchées par ça. Donc je pense que dans ton audience, il y en a certains qui ne le savent pas encore, peut-être. Oui, merci beaucoup. Et on se retrouve comme prévu chaque semaine au Live Entrepreneur Show. Vous avez également la version podcast que vous écoutez actuellement, la version vidéo postée sur YouTube. Bref, il ne vous reste qu'une chose à faire. Abonnez-vous, laissez un commentaire, partagez ce contenu pour le faire entendre à des personnes qui en ont vraiment besoin. Merci Siegfried d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir écoutés.